Bonjour à tous, aujourd'hui on va écouter une nouvelle édition du podcast Autour de l'eau. Aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Madame Radzonarissan-Elian, qui est historienne, qui aura le plaisir de nous présenter un sujet qui est autour de l'eau, photographie l'eau, une autre lecture de l'image. Madame Radzonarissan-Elian, vous êtes historienne, maître de conférence à l'université d'Antananarivo. Vous avez soutenu une thèse de doctorat qui autour des usages sociaux de la photographie dans la capitale. Aujourd'hui, on ne va pas s'écarter de votre sujet de thèse. On va parler de représentation de l'eau en photographie. Concrètement, lire une image d'eau, comment fait-on ? Quels éléments faut-il s'interroger en regardant une photographie ? Bonjour Thiou, merci beaucoup pour ces questions. Effectivement, j'ai travaillé sur les usages sociaux de la photographie et si aujourd'hui on parle de l'eau en représentation, il faut d'abord considérer que lorsqu'on est en face d'une photographie, on doit considérer deux éléments parce que la photographie, c'est le résultat de deux processus. Il y a le processus physico-chimique qui est l'inscription de la lumière sur une surface sensibilisée, c'est la question technique. Mais il y a aussi la rencontre de plusieurs intentions, du photographe, du modèle, du lecteur qui va regarder cette photographie. Et quelquefois, il y a aussi le commanditaire qui demande à ce qu'on produise des photographies pour des besoins spécifiques. Donc, il y a ce qu'on appelle les acteurs sociaux de la photographie qui sont à l'origine d'une représentation photographique que les gens appellent tout simplement photo ou encore document photographique. Et dans cette optique, justement, il faut considérer également les sensibilités de chaque acteur social ou encore ses intentions. Vous parlez d'acteurs, vous parlez d'intentions également. Et ces intentions influencent-elles les perceptions que nous avons d'une image ? Le point à retenir est que chaque acteur humain de la photographie est rempli d'intentions, a des sensibilités et a aussi des perceptions de chaque modèle présenté. Et tout cela se rencontre dans la production d'une photographie parce que le technicien, qui est maître donc de ce savoir-faire, il va donner le maximum dans tout ce qu'il sait, dans ce savoir-faire technique, et c'est une prouesse technique. Il y a le modèle, s'il y a un humain dedans, qui va aussi donner de son mieux ce qu'il pense être ce qu'il est, ce qu'il souhaite que les gens le voient. Et on voit ça parfaitement dans les représentations, dans les portraits, quand les gens associent tout ce qu'ils pensent être des atouts chez eux pour être représentés. Mais le plus grand acteur dans le monde de la photographie, c'est le lecteur, c'est le regardeur de photos. Parce que les sensibilités ou encore la perception tout simplement de ce lecteur-là, c'est lui qui va donner son avis, c'est lui qui conclut la photo. Parce que c'est lui qui va dire « Ah, elle est vilaine cette photo » ou encore « Ah oui, ça c'est une photo bien faite » ou bien « Ah oui, machin est bien représenté. Quand je vois cette photo, c'est vraiment elle. » Donc il y a le regard du lecteur et puis il y a le lecteur qui dit « Ah, cette photo aurait été mieux s'il y avait ceci ou cela » ou bien « Ah, à regarder cette photo, je comprends ce qu'il a envie de dire parce qu'on comprend le message. » Donc il y a tout ça et je crois que le point le plus important c'est le lecteur. Vous avez parlé de sensibilité, beaucoup de sensibilité. Est-ce que cela rejoint les grands courants de l'histoire ? Est-ce qu'on peut parler d'un courant ou est-ce que le terme est maladroit ? Peut-être pas de courant, mais de centre d'intérêt parce que tout dépend de ça en fait. Parce que, par exemple, je suis un ou une artiste et j'ai envie de représenter parce que j'ai envie de représenter et je suis peut-être un photographe assez artiste aussi. J'ai ma manière de manipuler la technique
pour que la représentation de l'eau sera brumeuse, sera frontale, ou tout dépend. Est-ce que vous avez un exemple par rapport à ça? Par exemple, à l'époque coloniale, est-ce qu'on a oui, et puis il y a aussi, j'ai parlé de centres d'intérêt. Il y a des organes, par exemple, organes photographiques qui ont leur centre d'intérêt. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on est dans un organe de protection de l'environnement, ils ont leur manière de regarder la nature. Et donc, ils ont leur manière de représenter la nature. Il y a des maisons, si on parle de la période coloniale, justement, il y a les missions qui ont précédé la colonisation. Il y a les missions scientifiques qui étaient chargées de prendre en photo tous les éléments naturels de la terre à coloniser. Et parmi les choses à coloniser, bien sûr, il y a la forêt, il y a les eaux. Et donc, il y a beaucoup de reproductions de réseaux hydrographiques dans les documents des organes de la colonisation, dans les organes de propagande coloniale aussi. L'eau maîtrisée, parce qu'il y a l'eau, et puis il y a les ponts, il y a les tunnels, il y a les radiers, il y a les ports, tout en photo pour dire que c'est un élément naturel qu'il faut coloniser également. Et on présente la photo, on présente la forêt et les différents points d'eau, quelles sont les richesses de cette terre à conquérir. Et l'eau a été très, très, très prise en photo dans ces différentes dimensions. Ces femmes avec les cruches, les points d'eau, ou encore des gens autour de l'eau, des activités que les gens ont colonisées effectuent autour de l'eau. Nous avons ces cartes postales avec des femmes en situation de lessive. Ces femmes qui viennent chercher l'eau, il y a ces femmes qui prennent leur bain, différents éléments. Il y a les ébus qui boivent dans les rivières, différentes choses. Parmi les archives photographiques laissées, qui nous restent aujourd'hui, il y a les archives missionnaires. Donc là, on est aussi, j'imagine, sur une autre manière de prendre en photo l'eau, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a des choses qui se mêlent dans cette histoire avec les missionnaires, parce que l'eau, bien sûr, a un sens pour les missionnaires, l'eau lorsqu'on baptise, etc. Donc ça, c'est la dimension spirituelle. Et dans les prédications, le sens de l'eau qui purifie, l'eau qui représente différentes choses. Mais il y a aussi des missionnaires qui se sont fait photographier avec de l'eau. Par contre, c'est pas dans cette dimension spirituelle-là. Mais on a des photos de missionnaires sur leur chaise à porteur en train de traverser une rivière, des choses de ce genre. Les scientifiques qui prennent en photo l'eau ont aussi une autre manière de la photographier. Comment on décode cela? Oui, bien sûr, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a les centres d'intérêt qui diffèrent d'un individu à l'autre, d'un organe à l'autre. Et si les scientifiques prennent l'eau en photo, c'est selon leur discipline aussi. Par exemple, il y a les climatologues qui sont très attentifs sur les niveaux de l'eau, ou encore où il y a encore les hydrologues qui sont très sensibles à la qualité de l'eau, ou le débit des eaux des rivières, ou encore d'autres cours d'eau. Tout dépend, tout est encore dans cette question de centre d'intérêt et de choix aussi, parce que c'est ça qui est à l'origine de cette décision de prise de vue. Et ce que j'entends par là est que c'est selon ces centres d'intérêt qui animent les acteurs humains, les acteurs sociaux, donc les humains, qui décident de la production d'une photographie. Ce sont les éléments qui composent les différentes causes, ou encore qui sont à l'origine d'une photographie. Et les résultats par la suite qui arrivent entre les mains des lecteurs, les résultats sont tout simplement les expressions de ces rencontres de sensibilité, de centres d'intérêt et d'intention
chez les acteurs photographiques. L'eau est un élément de mémoire intime et collective. Comment les photographies d'eau dans les albums de famille ou les archives personnelles témoignent-elles de cette dimension, on va dire, affective ? Oui, effectivement. Il y a les photographies de studio en intramuros, mais les photographies réalisées en dehors des murs extramuros, les gens aiment se faire photographier dans la nature. Et il y a une assez grande part des photographies avec de l'eau dans les albums de famille, parce que souvent, on voit des gens à côté d'un lac, au bord d'un fleuve ou d'une rivière, des gens en pique-nique au bord de l'eau. Et à ce moment-là, on peut comprendre les rapports de ces humains-là avec l'eau et la nature, mais la nature humaine a une vraie préférence. C'est visible et c'est très perceptible lorsque les gens se font des photos à l'extérieur, des gens à côté d'une cascade, les gens dans la mer, il y en a tellement dans les albums de famille, mais c'est comme si c'était naturel et systématique, mais qu'on peut parfaitement analyser. Les taux de photos avec de l'eau dans les albums de famille qui expriment ces rapports et cette préférence. Et on peut très bien analyser cette situation-là. Comment on explique ce choix de cette attirance vers l'eau ? Expliquer l'attirance vers l'eau, ça relèverait peut-être de la psychologie ou de la sociologie, mais il y a aussi le fait que l'environnement naturel de l'individu aussi oriente son choix. Parce que si je suis une forestière, par exemple, j'habite dans une forêt tropicale, systématiquement, mes rapports avec l'eau sont autres que celui qui habite dans le désert. C'est un autre rapport. Et si nous faisons des photos, nous, chacun de notre côté, ça donne d'autres résultats, mais qu'on peut toujours analyser. Et en réalité, les photographies reflètent les rapports, soit des gens sur la photo, soit des gens qui réalisent la photo avec ce qu'ils représentent sur le document photographique. Et on a l'impression que cette attirance vers l'eau est intemporelle à travers les photographies. Est-ce que je me trompe ? Non, pas parce que en fait, c'est un élément naturel et ces rapports-là ne changent pas vraiment. Je veux dire, cette manière de considérer les éléments naturels, l'eau ou la terre ou la lumière, la chronologie n'est jamais arrivée à effacer ça ou à changer ça parce que c'est ainsi. Peut-être pour conclure, est-ce que vous avez des recommandations ? Je sais que le mot est trop fort aux gens, à nos auditeurs, pour leur conseiller de comment désormais il faudrait lire une photographie. Peut-être pas de recommandations, mais comme la photographie est une porteuse de messages, soit de la part du technicien, soit de la part des gens sur la photo ou encore des commanditaires. Je pense que lorsqu'on s'approche d'un document photographique, ça aussi c'est un jargon, lorsqu'on regarde une photo, il faut peut-être s'arrêter et de considérer tous les éléments qui composent la photographie parce que le message est là-dedans. Comment le cadrage est-il réalisé ? Quels sont les éléments qui sont, les éléments qui composent l'ensemble photographique ? Il y a le cadrage, il y a la lumière et tout ça. Et je pense que lorsqu'on est en face d'une photographie, la lecture ou encore l'observation de cet ensemble-là qui donne... Comme j'ai dit, c'est ça qui donne le sens à une photographie. C'est les photographies d'identité, les photos d'identité, on les regarde comme ça. Mais si on s'arrête et on regarde les différentes expressions des gens sur les photos d'identité, eh bien, on peut en faire une lecture psychologique. Et donc, je pense que la photographie ne se regarde pas seulement, la photographie se lit. Et c'est un exercice
pour comprendre le sens d'une photographie et peut-être aussi apprécier, ou ne pas se limiter à contempler, mais à apprécier aussi. Merci beaucoup, Madame Razona Risson-Eliande. Nous avons écouté Photographier l'eau, une autre lecture de l'image. Merci beaucoup.